Salut! Aujourd'hui, on va voir le chapitre de la loi binomiale des successions d'épreuves indépendantes. Ce chapitre est pas très compliqué, c'est surtout la compréhension des définitions et comment résoudre les exercices qui peut être difficile. J'espère que ça vous aidera, c'est parti. Là, on va commencer par définir ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli, et c'est ce qui constituera la base de ce chapitre. Alors, une épreuve de Bernoulli, c'est un événement qui peut avoir deux issues. Par convention, on appelle ces deux issues succès ou échec. Par exemple, je tire à pile ou face, si c'est pile, succès, si c'est face, échec. On associe au succès une probabilité de réussite, c'est-à-dire quand je lance une pièce, j'ai 50% de chance de tomber sur pile et 50% de tomber sur face, et on appelle cette probabilité P de succès. Et comme il n'y a que deux issues possibles, ça veut dire que la deuxième sera forcément l'inverse de l'autre. On note 1 moins P, la probabilité de l'échec. Ensuite, il y a la loi de Bernoulli. Et en fait, c'est là où il y a la subtilité, c'est-à-dire qu'une épreuve de Bernoulli, c'est juste une définition, c'est juste un événement avec deux issues et une probabilité. Et une loi de Bernoulli, c'est une variable aléatoire qui peut prendre deux valeurs, donc les deux valeurs en question, c'est succès ou échec, ou alors 0 et 1, et qui a exactement la même probabilité qu'on a donnée juste ici. Par exemple, un lancer de pièces, c'est une épreuve de Bernoulli. Maintenant, si je lance une pièce, je réalise la variable aléatoire qui me donnera soit pile, soit face. On va dire que la variable aléatoire suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Ce paramètre P, c'est juste la probabilité du succès. Ensuite, on a le schéma de Bernoulli. Alors le schéma de Bernoulli, c'est comme une épreuve de Bernoulli, mais répétée. C'est-à-dire que si je lance une pièce, c'est une épreuve de Bernoulli. Si je lance 4 fois une pièce, c'est un schéma de Bernoulli qui répète 4 fois l'épreuve de Bernoulli. Ça fait mal à la tête à entendre. Lorsqu'on fait un schéma de Bernoulli, on peut tracer un arbre pondéré. Et maintenant, la loi binomiale, c'est un petit peu comme la loi de Bernoulli. En fait, c'est juste le moyen de dire qu'on compte le nombre de succès et le nombre d'échecs qu'on a obtenus. Et en fait, la variable aléatoire va prendre le nombre d'échecs qu'on obtient dans les n répétitions du schéma de Bernoulli. Par exemple, je lance 4 pièces de monnaie, et ensuite je compte le nombre de faces que j'ai. Là, je suis une loi binomiale de paramètres n égale 4, parce que je lance 4 pièces, et de probabilité p égale 0,5, parce que j'ai 50% de chance d'arriver sur pile. Donc un schéma de Bernoulli, c'est les 4 lancers de pièces, et une loi binomiale, c'est combien de phases j'ai obtenu sur les 4 pièces. Donc en fait, la loi binomiale, ça revient à compter le nombre de succès ou d'échecs qu'on obtient lors de la répétition n fois d'une épreuve de Bernoulli. En fait, là, il nous faut juste le vocabulaire pour bien comprendre comment justifier que machin suit une loi binomiale, ou suit une épreuve de Bernoulli, ou est un schéma de Bernoulli. En fait, on doit donner les définitions parce que dans les exercices, on va souvent nous demander de justifier pourquoi la variable suit une loi binomiale, et du coup, il faut bien qu'on ait toutes ces notions en tête pour pouvoir l'expliquer. C'est la formule qui nous permet de la probabilité qu'on ait tant de succès. Donc là, par exemple, la probabilité qu'on ait K succès. Et donc là, on peut calculer la probabilité que j'ai 2 faces sur les 4 lancés. Ou alors que j'ai 3 faces, ou 4 faces. Le K parmi n, c'est le nombre de possibilités qu'on a pour réaliser l'événement. Par exemple, si je veux 2 faces, je peux avoir pile face, je peux avoir face, pile, je peux avoir face, face, pile, 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 face, face, pile, face, enfin bref. Ça, c'est le nombre de possibilités qu'on a pour réaliser l'événement j'ai 2 faces. Donc en fait, on va prendre la probabilité d'un événement, donc 0,5 fois 0,5 machin, et on va l'ajouter le nombre de fois que j'ai l'événement. Je sais pas si j'ai été très clair, mais au pire, juste vous apprenez ça par cœur et ça passe. Voilà un petit tableau qui résume à peu près bien tout ce qu'on doit apprendre. Là, on a l'espérance, ça, quand on a la demande, on a juste à la calculer. Ça, c'est en moyenne combien de succès on aura sur tous les lancers. Et la variance, c'est un petit peu l'écart qu'ont toutes les données. Là, j'ai mis un tableau pour donner un exemple sur l'intervalle de fluctuation. Tout d'abord, un intervalle de fluctuation, c'est qu'on ait un nombre de succès entre deux valeurs. Donc maintenant, un intervalle de fluctuation centré, c'est lorsqu'il y a la même distance sur les bords. Donc c'est-à-dire que là, il y a autant de distance que là. Par exemple, si on compte avec ce qui est écrit, là il y a 29 et 39, ça fait 10 d'écart. Et là il y a 59 et 69, ça fait 10 d'écart. Donc là on dit qu'il est centré. Et en fait la distance dans l'intervalle, donc cette distance-là, on appelle ça le seuil. Et le seuil c'est égal à 1 moins alpha. Donc pourquoi ça, je vais l'expliquer tout de suite. En fait, alpha sur 2, donc ici, c'est la distance juste ici. Et comme on l'a des deux côtés, on fait x2 et ça nous donne alpha. Donc en fait, alpha, c'est toute la distance qu'on ne prend pas en compte. Donc si par exemple, on veut un seuil à 90%, donc c'est-à-dire à 0,9, ça va faire que des deux côtés additionnés, on va avoir 0,1. Ça veut dire que d'un côté, on va avoir 0,05 et de l'autre, on va avoir 0,05. Donc maintenant, on va mettre tout ça en application au travers d'un exercice. On va donc commencer la correction de l'exercice afin de mettre toutes les idées en place et de pouvoir en résoudre par la suite. On admet que 86,5% des adolescents de la population française sont uniquement droitiers, les autres sont gauchers ou ambidextres.
On suppose que les 60 élèves de la classe de première d'un lycée agricole constituent un échantillon d'adolescents de la population française prélevée comme dans un tirage avec remise. Soit x la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre d'élèves uniquement droitiers de l'échantillon. Question 1. Justifier que la variable aléatoire x est une loi de probabilité binomiale de paramètres n égale 60 et p égale 0,865. Pour justifier qu'une variable aléatoire suit une loi de probabilité binomiale, il faut montrer que c'est indépendant et identique, avoir deux issues succès ou échec, qu'on réalise un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Alors tout d'abord, on va récapituler les données de l'exercice. Donc on nous dit que 86,5% des adolescents sont uniquement droitiers, et qu'on a 60 élèves dans une classe. Donc on note notre épreuve de Bernoulli, on prend un élève et on note succès s'il est droitier et échec s'il est gaucher ou ambidextre. On répète l'opération pour les 60 élèves, on réalise donc une succession de 60 épreuves identiques et indépendantes de paramètres p égale 0 machin et n égale 60. Et ensuite on indique que la variable aléatoire correspond au nombre de succès de ce schéma de Bernoulli, x suit donc une loi binomiale. Et là on a démontré que x suivait bien une loi binomiale. Donc pour récapituler, tout d'abord on indique les données de l'exercice, ensuite on donne le paramètre, on explique ensuite le schéma de Bernoulli avec les paramètres, et ensuite on indique que la variable aléatoire x suit bien une loi binomiale. Question 2. Calculer l'espérance de x puis interpréter le résultat. Donc je rappelle que l'espérance c'est n fois p, et donc c'est 60 fois 0,865. Et ça donne 51,9. Donc ça veut dire qu'en moyenne, dans une classe de 60 élèves, il y aura 51,9, donc à peu près 52 élèves qui seront droitiers. Question 3. Sur la figure 1 ci-contre se trouve la représentation graphique de la loi de probabilité de x et un extrait du tableau de ses valeurs. Lire la valeur de p de x égale 50, puis interpréter cette probabilité. Donc p de x égale 50, donc c'est sur le tableau juste ici, et c'est 0,10. Donc il y a à peu près 10% de chances que pile poil 50 élèves soient uniquement droitiers. Pause. Alors en fait là je vais couper les exercices 3 et 4, parce que les questions sont pas très intéressantes et que c'est très facile à résoudre. Bon visionnage. Question 4. Sur la figure 2 ci-contre se trouve la représentation graphique de la fonction de répartition de la variable aléatoire x et un extrait du tableau de ses valeurs. Donc en fait là, le tableau ce qu'il fait c'est qu'il additionne à chaque fois les probabilités d'avant. Calculer p de x supérieur à 48. Donc vous pouvez voir ici dans le tableau que c'est p de x inférieur ou égal à k. Donc p de x supérieur à 48, c'est comme si on disait p de x supérieur ou égal à 49. Donc là on a p que x soit inférieur à 49. Donc en fait cette probabilité là, c'est que x se trouve tout ici. Donc en fait la probabilité qu'on veut trouver, c'est la probabilité que x soit égal à 49, soit à 50, soit à 51, et ainsi de suite, donc toutes les valeurs qui sont là et après. Donc si on prend l'ensemble des possibilités, ça fait qu'on prend toutes les possibilités, qu'on enlève toutes celles à partir de 48, et qu'on garde que celles à partir de 49. Donc pour résumer, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 49, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 48. Parce qu'on prend toutes les valeurs possibles, et on enlève toutes celles qui sont en dessous de 49, donc c'est-à-dire à partir de 48. Pourquoi je fais ça comme ça? C'est parce qu'en fait avec le tableau, on nous donne déjà p de x inférieur ou égal à 48, c'est 0,1. Et du coup ça donne 0,9. Après, si vous avez la flemme, calculatrice, vous tapez p de x supérieur ou égal à 49 et ça marche, il n'y a aucun problème. Maintenant, des fois dans des exercices, on va nous demander de ne pas utiliser la calculatrice et d'utiliser le tableau, par exemple, en fonction du tableau, calculer. C'est pour ça que je donne cette méthode, comme ça au moins vous savez et vous pourrez le refaire. Question 5. À l'aide de la figure 2, déterminez l'intervalle de fluctuation de la variable aléatoire au niveau 0,95. Donc là, en gros, on nous demande l'intervalle de fluctuation au seuil 0,95. Donc du coup ça veut dire qu'il doit y avoir 5% en haut et en bas. La moitié de 5% c'est 2,5. Donc du coup on va prendre toutes les valeurs au-dessus à partir de 0,025 et en bas à partir de 1 moins 0,025. Donc 97,5. Non, 0,97, oula. Donc on va prendre toutes les valeurs entre cet intervalle. Donc on peut voir qu'à partir de 46, on passe au-dessus de 0,025. Et donc du coup, dans le tableau, on peut voir qu'on dépasse 0,080. Et donc du coup, dans le tableau, on peut voir qu'on dépasse cette valeur-là à partir de 57. On peut voir que c'est supérieur. Donc du coup, on va prendre 56 parce qu'il nous faut bien entre les deux bornes. L'intervalle sera entre 46 et 56. Donc on a 95% de chance que le nombre d'élèves droitier dans la classe soit entre 46 et 56. Question B. Dans le groupe de 60 adolescents, on a observé que 80% d'entre eux étaient uniquement droitiers.
Cette répartition vous semble-t-elle surprenante? Justifiez la réponse. Tout d'abord, 80% des 60 élèves, ça fait 48 élèves. Ensuite, on avait dit que les bornes, c'était 46 et 56, donc les 48 élèves sont dans l'intervalle de fluctuation de 95%, donc du coup on peut dire que ce résultat est en accord avec l'intervalle de fluctuation qu'on a trouvé, et donc que les épreuves sont bel et bien indépendantes et identiques. Voilà, c'est fini. J'ai l'impression que c'était quand même plus compliqué à expliquer, la loi binomiale. Genre vraiment j'ai eu du mal. J'espère que vous avez compris, parce que sinon, je vais avoir du mal à mieux expliquer. J'espère que je vous ai pas plus embrouillé l'esprit qu'avant, et je vous conseille vivement de vous entraîner, de faire des exercices, des petits exercices simples sur Sésama, là tout le manuel, tu tapes, c'est bon. C'est vraiment le meilleur moyen de progresser, et le mieux c'est d'en plus avoir la correction de l'exercice, comme ça vous pouvez voir où est-ce que vous avez fait vos erreurs, et les corriger. Bref, c'était Stanislas Busseret, de la classe T4.